Voilà pour ce point sur l'info. Très bonne matinée. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous si vous êtes coincés dans les bouchons. Vous avez entendu les embouteillages, plus de 1000 km de bouchons à cause de la neige. On va vous divertir ce matin avec une nouvelle émission, en deuxième partie de l'émission qui arrive sur TF1, Dream Team. C'est le gros challenge de TF1. Ce sera vendredi à 21h, on aura le directeur du développement qui sera avec nous. Et puis juste avant, nous sommes avec Nicolas Briançon. Bonjour Nicolas. Non, il n'est pas avec nous. Comédien, bonjour. Comédien et metteur en scène et grand metteur en scène. Et Victoria Lacoste, bonjour. Vous êtes la productrice d'un film Les Indociles qui est diffusé sur arte.tv, qui cartonne, film à l'affiche duquel évidemment vous êtes Nicolas Briançon, un film de Jean-Marc Barr et de Pascal Arnold, un film à l'ambiance très particulière. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir la productrice du film. Vous êtes une jeune et talentueuse productrice. Vous avez réalisé plusieurs films, en particulier aux États-Unis, qui ont été récompensés par de nombreux prix. Et on va parler de ce film qui, encore une fois, est l'un des gros succès de arte.tv. Oui, et puis qui est en train de se vendre à l'étranger et qui fait en effet des scores sur YouTube, puisque Arte a cette politique de diffuser également sur YouTube des films. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes regardent plutôt YouTube que les chaînes de télé. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, avec le froid et la neige, revient dans l'actualité le sort des SDF qui sont confrontés à des conditions épouvantables. Hier, il y a eu un témoignage fort et émouvant sur BFM de Jean-Marie, qui est un ancien SDF et qui raconte la galère quand il fait froid. Je vois de plus en plus de gens dans la rue, de plus en plus de jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, même beaucoup plus jeunes que ça. Beaucoup de femmes dans la rue qu'on voyait pas autant. Et rien n'est fait. Quand il y a eu des hivers très froids, on m'avait appris des anciennes méthodes de mettre des journaux pour absorber l'humidité ou des collants qui permet, parce que c'est où on attrape beaucoup froid, c'est les pieds, les mains. Et faut choisir l'endroit aussi. Faut trouver l'endroit, mais maintenant pour trouver des endroits c'est dur. Avant on arrivait à rentrer dans des immeubles, mais maintenant on n'arrive plus à rentrer dans des immeubles. Qu'est-ce qui reste? Les bouches de métro, bouches de métro, quoi d'autre? On appelle les gens appellent le 115, ils peuvent appeler pendant 3 heures, il y a plus de place. Ouais, c'est le numéro d'urgence pour les personnes sans abri. Oui, mais bon, et ça ne marche pas? Faut attendre 3-4 heures et après on vous dit non, c'est complet. C'est terrible pour les SDF. Hier, Libération a mis à la une, je ne sais pas si vous l'avez vu Valérie, une photo peu flatteuse de Rachida Dati. Bon, c'est pas non plus une photo honteuse, elle avait un regard un peu hautain, c'est le jeu de la presse, mais vous doutez que cela suffit à enflammer le patron de la buvette de CNews, Pascal Praud, qui a été très choqué par cette une de Libé. Regardez cette photo. Aussi sur Elisabeth Borne qui avait fait. Mais regardez cette photo. Vous trouvez que c'est convenable? Et ces gens viennent nous donner des leçons de morale, des leçons d'éthique, des leçons de comportement ignobles. Ouais. Ces gens sont ignobles. Celui qui a fait cette couverture est ignoble. Oui, on a eu la conjonction entre deux ministres qui ont. Mais c'est vrai, évidemment que c'est vrai. Qui contestera? Donc voilà, c'était. On en avait parlé ici. De cette une. Ahmed Silla a été. Alors des fois, je zappe sur Twitch, qui est un peu le réseau à la mode. Il était sur Popcorn, qui est une émission de télé moderne qui marche très bien. Il est revenu sur son rapport avec l'argent et les comédiens et l'argent. Il a refusé un film où on lui proposait, vous savez combien? 400 000 €. Je peux le dire, j'ai refusé une très 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 grosse somme d'argent pour faire un film juste après l'Ascension. J'aime pas parler d'oseille, mais bon. J'ai été payé 60 000 €, je crois, pour faire l'Ascension. Ok. Ce qui est, tu vois, très très bien. Tu commences et tout. Moi, j'étais hyper content et tout. On me propose 400 000 € pour faire un film. Ok. C'est 8 fois à peu près. Voilà, 8 fois, et j'ai refusé. Ok, parce que scénario, parce que ça te convenait pas. Parce que scénario, parce que l'histoire à un moment donné, elle me plaisait plus trop, et j'ai dit ouais, non, je le sens pas, et donc du coup je l'ai pas fait. Ouais, ça vous est déjà arrivé, Nicolas Briançon? Non, en tout cas, j'ai
pas le souvenir qu'on m'ait proposé 400 000 euros pour tourner Les Indociles. Faut vous adresser à la productrice. Non, mais ça devient un peu étrange maintenant, cette façon de se vendre en disant j'ai refusé. Alors il y a eu le cas Blanche Gardin pour le jeu. J'ai refusé tant. J'ai envie de leur dire mais prenez cet argent. Puis si vous brûlez les doigts, donnez-le. Mais comment, Nicolas, on évalue ce que l'on vaut, en fait? Non, ça veut rien. Tout ça est totalement imaginaire, on vend du vent, vous comprenez. C'est-à-dire c'est un métier dans lequel on peut se retrouver à gagner effectivement beaucoup d'argent. Puis quand on annonce ces sommes, ça évidemment ça choque les gens parce que. Mais un film, ça se réduit pas à 5 semaines de travail. Quand on a un rôle principal, c'est beaucoup de boulot, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est votre image qu'on vend, c'est la prise de risque, etc. Ouais. Mais on peut aussi travailler dans ce métier pour quasiment rien. Enfin, moi qui ai la chance d'avoir un pied au théâtre. Oui, les gens du théâtre sont presque pas payés. Tournage, je peux vous dire qu'au tournage, par exemple, pour tous les comédiens, c'est la même chose. Hein, mais quand on répète au théâtre, on est payé au SMIC. Voilà. Ouais. C'est-à-dire vous faites 4 heures de répétition dans la journée ou 8 heures de répétition dans la journée, vous êtes payé au SMIC. Voilà. Alors après, ça se rattrape, mais pas toujours. Ouais. Vous savez, il y a un nombre incalculable de théâtres à Paris qui payent leurs acteurs au minimum syndical. Ouais. C'est-à-dire 80 euros par jour. Bon, 80 euros par jour, ça reste une somme si on compare ça à ce que peuvent gagner des infirmières ou des gens qui ont des métiers très difficiles. Sauf que nous, c'est un métier qui est par nature extrêmement volatile, qui peut s'arrêter. Une pièce s'y ajoute 2 mois, 3 mois, ça dépend de son succès, 4 mois. Vous pouvez la jouer 1 mois, vous pouvez la jouer 6 mois, mais vous n'êtes jamais garanti de rien. Voilà. Ouais. Donc c'est un métier compliqué. Je trouve que balancer ces sommes comme ça dans les médias, ça m'embête toujours un peu. Victoria Lacoste, vous êtes des deux côtés. Vous êtes à la fois comédienne et productrice. C'est elle qui a le porte-monnaie. Oui, elle a le porte-monnaie. mais vous comprenez effectivement la réaction d'Ahmed Silla, c'est-à-dire qu'on refuse d'un film parce que ça nous plaît pas, même s'il est très payé. Non, ouais. Moi, oui, complètement. Et même, j'aurais envie de dire que je trouve ça assez intellectuellement assez honnête de sa part. Après, je rejoins Nicolas sur le fait que d'annoncer la somme pour qui nous a été proposée et d'annoncer qu'on a refusé, je trouve ça pas super chic. Mais dans les faits, je trouve que quand on est comédien ou quand on est un artiste, on se doit de choisir des projets qui nous parlent, ne serait-ce que parce que ça nous permet de faire le meilleur, de donner la meilleure performance possible. La forme n'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas le fond, je suis assez d'accord avec. On peut comprendre qu'on refuse un film. Après, évidemment qu'on peut. Évidemment, on peut refuser un film, on peut refuser une pièce, et encore heureux. Non, la question est même pas là. Non, la question n'est pas là. Là, c'était vraiment sur le montant. On continue. Après, il s'est rattrapé avec LOL, LOL qui revient pour une nouvelle saison en février. Là, il a pris. Il s'est récupéré. Rassurez-moi. Non, je connais pas la somme. Avant, avec Amande Dallier, Valérie, on n'est jamais déçu. Elle a parlé argent et elle aussi séduction. Elle était hier dans cet info. Vous vous êtes déjà demandé si on vous courtisait pour votre argent, votre notoriété? J'en ai pas. Je dépense tout. Je suis très dépensière. Je suis très dépensière. Moi, je dépense tout. J'ai pas d'argent, moi. Non, je dépensière. D'ailleurs, sur ma tombe, on écrira No More Shopping. Voilà. C'est vrai. Non, on vous courtise pas pour votre argent, mais on nous courtise, c'est vrai, pour la célébrité. Parce que dès qu'on est un peu célèbre, les gens aiment bien s'afficher avec vous, se faire photographier, etc. Donc, on n'est jamais très sûr si quelqu'un vous fait la course, si c'est vraiment parce que vous lui plaisez ou parce que c'est bien de dire moi je sors avec machin. Mais dites-moi, petite cachetière, vous sortez un livre aujourd'hui, vous m'avez caché ça sur les régimes. J'espère qu'il va bien se vendre. Vous aurais-je inspiré? Non, c'est pour le livre sur les régimes. Pas du tout. Dis-toi. En tout cas, dans les années 90, Donna avait compris qu'il fallait tout supprimer avec son régime hypocalorique. C'est un petit hommage que je voulais vous rendre. Merci. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riz au lait, le riz de veau, le risotto, le riz complet, le lolo du matin. La tarte au poire, le tartare, le homard. À un moment, il faut faire attention. C'est la gourmandise.
Est un beau défaut. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler du film Les Indociles qui est diffusé sur arte.tv et sur YouTube Arte jusqu'au... Hein, j'ai dit YouTube. YouTube. Je vous reprends, vous me reprenez des fois. Victoria, vous qui êtes parfaitement bilingue, on dit Tube. On dit Tube. On dit YouTube. Voilà. Elle nous a fait un mix des deux. Vous avez vu, YouTube. On sent la productrice. Du 1er janvier au 31 mars 2024, Les Indociles, c'est un film de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold qu'on vous recommande vraiment de regarder. On va en parler donc avec Nicolas Briançon et Victoria Lacoste. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Évitez de grignoter. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, le comédien Nicolas Briançon, comédien et metteur en scène. Et vous êtes chez vous, Nicolas, parce que vous n'êtes pas très en forme ce matin, on peut le dire. Mais merci d'être avec nous, en tout cas. Vous êtes à l'affiche du film Les Indociles, ainsi que vous, Victoria Lacoste. Vous jouez dans ce film et vous en êtes également la productrice. Et je trouvais que c'était important, d'abord, parce que vous êtes comédienne, mais aussi de mettre un coup de projecteur sur les producteurs, sur ceux qui prennent des risques pour permettre à des films de se tourner. Racontez-nous, vous avez fait une partie de vos études aux États-Unis, vous avez réalisé Asking for a Friend, qui était un moyen métrage qui a été très remarqué et récompensé. Et donc, comment ça s'est passé la rencontre? Enfin, vous connaissiez, je pense, avec Jean-Marc Barr et Pascal Arnold. Quelle est la genèse du film? Alors oui, donc en fait on se connaissait déjà depuis, je dirais depuis un peu plus d'1 an, et ce qui en fait avec Pascal on avait cette envie depuis déjà quelque temps qui naissait de créer un projet malgré la conjoncture qui n'était pas la plus facile parce que pour rappel on était en pleine pandémie, donc je voyais Pascal de façon très régulière, on se faisait des déjeuners, on parlait énormément. Moi, effectivement, je venais de produire 2 courts-métrages, dont Asking for a Friend. Donc, juste pour précision, je ne l'ai pas réalisé. Ici, j'aimerais. Je salue la réalisatrice qui a énormément de talent, parce que je n'ai jamais. C'est un domaine que je n'ai pour l'instant pas exploré encore. Exactement. Donc, avec Pascal, on avait vraiment cette envie de créer un projet malgré la conjoncture. Il y avait effectivement, il y avait la pandémie, il y avait le manque de temps. Donc, il y avait tout un ensemble de choses. Et un jour, on s'est posé, on s'est dit, mais est-ce qu'on créerait pas un film? On voulait faire un huis clos. Et on s'est dit, est-ce qu'on créerait pas un film qui parle un peu de cet enjeu, de cette période, mais sans l'appuyer, sans en faire le point central de l'histoire, parce que c'est absolument pas le but. Et c'est pas un film sur le Covid. C'est pas un film sur la pandémie, mais ça sert de contexte au fait que ces personnages se retrouvent tous ensemble dans cet hôtel clandestin. Effectivement, quand le monde est un peu à l'arrêt, et donc il y a ces enjeux qui se créent parce que il y a des personnages qui se croisent qui dans la vie réelle ne se seraient probablement pas rencontrés. Alors, c'est une ambiance très particulière, c'est un huis clos dans cet hôtel très sombre. Moi je voulais demander à Nicolas Briançon, ça aurait pu faire une pièce de théâtre en fait, j'ai trouvé. Oui, parce qu'on est quasiment dans un lieu unique. Et donc, on pourrait imaginer un décor et retrouver les personnages comme ça. D'autant plus je trouve qu'il y a une chose qui est assez rare dans le cinéma aujourd'hui, c'est qu'il y a une poésie infinie dans ce film. Absolument. Derrière les rencontres, derrière ces dialogues, ce moment si particulier qu'on a tous traversé de la pandémie, on voit ces personnages un peu hébétés qui éprouvent le besoin de se raconter, de se dire, et il y a de la drôlerie, il y a de la sensualité beaucoup, et en même temps je trouve qu'il y a une poésie infinie qui traverse tout le film. Voilà. Oui, non, mais c'est sans doute la marque de Jean-Marc à la réalisation aussi, et la volonté du départ de faire un film qui soit complet. Oui, alors je précise que c'est dans le cadre de la sélection mensuelle Arte Kino sur arte.fr qui propose de découvrir des films récents européens en exclusivité. Et c'est vrai que le film, je le disais en préambule, marche très très bien parce qu'il est très particulier. Il a cette ambiance, il a ces personnages qui sont tous très 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 particuliers. Il y a un casting assez formidable. Bruno Solo, Michael Cohen. Bon, il
y a Jean-Marc Barr, Jessica Crécy, Alice Montebourg. Il y a vraiment beaucoup. C'est des rencontres de personnalités. Vous, Victoria Lacoste, vous produisez et vous jouez dans le film. Vous jouez une escort girl avec des scènes assez osées, on va dire. C'est vous qui avez. Comment ça s'est fait ce rôle? Qui l'a choisi? C'est vous qui l'avez choisi ou Oui. Effectivement, c'est moi qui l'ai choisi parce que parmi ces conversations qu'on a eues avec Pascal, il y avait effectivement l'idée de savoir qu'on allait vouloir faire un film avec des conditions et des circonstances un peu particulières, mais aussi de quoi va traiter le film. Et moi, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de jouer un rôle, de prendre ce risque-là. Alors effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant il y a une vague de films et de séries qui sortent, qui parlent de ce monde-là. Moi, c'était vraiment par envie de parler en fait de la relation que les escortes ont avec leurs clients, parce que c'est un métier qui est tellement plus que l'échange. Effectivement, il y a l'échange sexuel qui est évident, auquel les gens s'attendent quand ils vont regarder Les Indociles, mais il y a aussi toute la parcie humaine et psychologique. Et psychologique, exactement, parce que il y a vraiment un côté thérapeute. Il y a vraiment cette énergie-là. Et par ailleurs, la scène que Nicolas est une de mes préférées, parce qu'il y a vraiment, on ressent vraiment l'importance de la connexion humaine. Donc, ça permet de traiter d'énormément de sujets différents, effectivement, sous le prisme des travailleuses du sexe, des travailleurs et travailleuses du sexe, parce qu'il y a aussi un garçon dans le film qui est absolument, il y a un escort boy. Nicolas, vous avez déjà été nu dans un film ou une série, ou c'est compliqué pour vous? Non, mais c'est une vraie question. Non, alors je dois vous dire, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. C'est pas des rôles que je recherche, mais ça m'est arrivé. Oui, j'avais tourné une série il y a plus de 10 ans maintenant pour Canal+, qui était Maison Close. Ah oui. Dans laquelle on avait quelques scènes dénudées. Non, j'ai pas de problème pour me mettre nu devant une caméra. Je suis très pudique dans la vie. Et bizarrement, à laquelle je m'en fous. Mon corps est un instrument. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un acteur. Le truc, c'est d'avoir confiance dans la personne qui vous regarde et dans la personne qui vous filme. Voilà. Mais si on s'est mis d'accord un peu sur les choses, il y a pas d'angoisse. Je tiens à dire à ceux qui pensaient regarder Les Indociles en se disant qu'ils vont passer une soirée un peu aigriarde, il serait quand même un peu déçu. Oui, il serait absolument non. Oui, c'est pas, on va dire, c'est pas un porno et c'est pas et la dimension, vous l'avez dit, poétique est très importante dans la réalisation du film. Victoria le dit très bien, ce qui se passe, par exemple, ce dialogue entre ce client et cette travailleuse du sexe. Il est profond, il va loin, il est touchant d'ailleurs, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnages se rejoignent essentiellement sur le plan humain. Absolument. Dans un moment qui est un moment de flottement, un moment de détresse aussi un peu. Enfin, tout ce moment qu'on a tous traversé pendant le Covid, entre les vagues de Covid, pendant 2 ans où on était un peu suspendu comme ça en l'air, dans l'attente, dans l'angoisse, et en même temps dans une forme de laisser aller, c'est-à-dire de lâcher prise. Donc c'est un moment où les gens ont un peu lâché prise chez eux, quand on s'est retrouvés aussi, quand on s'est reparlé, quand on a pu refaire des dîners, quand tout d'un coup les choses ont un peu changé. Mais le Covid n'est pas du tout présent dans le film, hein, je le dis. Enfin, il est sous-jacent. Il est sous-jacent parce que c'est un huis clos qu'ils sont tous. Ils sont tous ensemble dans cet hôtel avec il y a une infirmière. Dans plein d'endroits, mais pas dans le film. Ah, oui, voilà. Chez vous peut-être aussi. Et chez vous peut-être aussi. C'est un film qui a été réalisé avec assez peu de moyens, comme quoi Victoria Lacoste, on peut produire un film avec une équipe réduite. Alors là, c'était aussi les conditions qu'il imposait, mais il y a un côté aussi nouvelle vague dans la réalisation. Complètement. Et c'est d'ailleurs, c'était une volonté de Pascal et Jean-Marc, parce que eux ont déjà réalisé, donc il s'agit de leur 7e film en tant que duo, en tant que producteur-réalisateur, parce qu'ils ont toujours eu cette multiple casquette, c'est-à-dire que toutes les personnes du film avaient plusieurs casquettes, ce qui était assez typique déjà à l'époque. Et l'idée, c'était vraiment de produire ce film avec effectivement des moyens humains,
parce qu'on n'avait ni le temps, ni les ressources pour aller chercher les fonds, ce qui se fait typiquement dans le cinéma, surtout en France. Aux États-Unis aussi, mais les modalités sont un petit peu différentes. Donc c'est vrai que c'était une vraie volonté. Donc on s'est retrouvé effectivement, l'équipe de technique était composée en tout et pour tout de 8 personnes, ce qui est très très peu. Et le film a été tourné en 12 jours. Ah oui. C'est vraiment un pari que j'estime. Oui, puis vous avez eu cet hôtel qui a été mis à disposition. Enfin, c'est des films aujourd'hui. On peut montrer qu'en France, on peut avoir aussi de l'imagination, de la créativité, parce que la technologie le permet aussi maintenant. Les caméras sont devenues plus légères, les lumières sont plus accessibles avec les LED. C'est aussi la technologie qui a aidé. Mais c'est vrai que c'est un film atypique de par son contenu, de par sa réalisation, de par son propos. Il y a du second degré dedans, ce qui est plutôt rare aujourd'hui au cinéma. Et je pense que c'est aussi ce qui en a fait le succès. Comment vous avez accueilli, vous, le projet, Nicolas Briançon? Vous connaissiez tous un petit peu, mais ça vous a tout de suite séduit? On s'était croisés avec Victoria, qui était venue de temps en temps voir des pièces que j'avais jouées. On avait pas mal discuté. Oui, j'ai été séduit, puis j'ai été séduit aussi par l'énergie. Moi, je fais aussi ce métier pour les gens. Pour les gens avec qui je travaille, pour les gens que je rencontre. Et j'étais très, très séduit par l'énergie extraordinaire. Je suis toujours très touché par la volonté et l'énergie des gens à monter des projets. Donc c'est admirable. La façon qu'ils ont de se battre, d'essayer de rassembler des morceaux épars du puzzle et d'essayer de ramener autour d'une table d'un projet des gens, une équipe, de la technique, des comédiens, et de fédérer tout le monde. Et je trouvais que son énergie était belle. La scène était très chouette, très, très amusante, très intéressante. C'était amusant justement. Moi, j'aime bien aller jouer des personnages qui évitent d'être un peu la caricature d'eux-mêmes. C'est-à-dire que un client de prostituée dans un palace, on voit bien ce que ça peut être assez vite. Sauf qu'il est c'était cinéma, et en fait, on a un type qui est pas du tout dans la caricature. Fragilité. Je trouve que c'est intéressant pour les acteurs de pouvoir faire ces parcours-là. Ces parcours-là, et c'est pas de côté justement dans le rôle d'acteur. Victoria Lacoste, vous avez des projets. Vous êtes encore une fois une productrice assez jeune. C'est un métier qui n'est pas sans risque. Vous avez des projets en cours? Oui, alors oui, effectivement, là, je travaille sur j'ai 2 projets de long métrage pour le moment, dont un projet que j'aimerais tourner en France et possiblement l'année prochaine, qui est d'un genre totalement différent, plutôt dans de l'action, avec une part qui parle beaucoup de voitures, sans en dire trop et sans voilà. Donc on est vraiment à la partie donc tout ce qui est partie écriture, mais en tout cas c'est vraiment mais ce qui restera, je pense, dans cette même dynamique de faire des films que je fais parce que ça me plaît, parce que c'est un processus que j'aime énormément, que j'aime effectivement, comme le dit Nicolas, j'adore réunir les gens, j'adore réunir aussi des gens qui peut-être en temps normal ne se seraient pas croisés, parce que je trouve que c'est une énergie qui est unique, que j'aime faire les choses parce qu'elles me parlent, parce qu'elles me font vibrer. Et effectivement, la production, il y a une part, c'est un business aussi, donc les films, il faut les vendre, mais je trouve qu'il faut jamais perdre de vue que il faut d'abord créer des scénarios, des histoires parce qu'elles nous plaisent, parce qu'elles nous parlent. Moi, j'aime bien aller entre guillemets où le vent m'amène, mais faire des choses qui me parlent. Mes 2 premiers courts-métrages, c'était des films d'horreur, donc je suis pas voilà, j'aime bien explorer des genres différents. Bon, Nicolas, vous êtes là, vous êtes chez vous, mais vous étiez en tournage. On va vous voir quand et où? J'ai enchaîné beaucoup de choses. J'ai fini une série pour une plateforme américaine, je sais pas si je peux la nommer, qui est Amazon, voilà, qui est une série qui s'appelle Trash et qui retrace la naissance du Loft, figurez-vous. Ah oui, qui est produit par justement tous les rôles sont repris du Loft et c'est produit. Absolument, et c'est très marrant. Alexia Laroche-Joubert. Ouais, absolument. Et c'était assez rigolo. Et puis j'ai mis en scène là un spectacle qui a commencé au Poche Montparnasse qui s'appelle Les Diaboliques, d'après le roman de Barbé d'Aurevilly. Et puis je vais jouer à partir de février au Petit Montparnasse avec François Berléand. On va faire les sketchs de Poiret et Ferraud. Génial.
À 19h, voilà, c'est un petit apéro qu'on va offrir aux spectateurs à partir du 13 février. Et je mets aussi en scène Mélanie Page au Théâtre Le Pic dans une très jolie pièce contemporaine qui est vraiment très 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 chouette, très moderne, très contemporaine et qui s'appelle Ce qui ne nous tue pas. Voilà, qui est évidemment la phrase Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà. Vous avez de joie. Une activité multiple et passionnante. Merci. Moi, je vais faire un cadeau avec Victoria. Je vais lui rajouter 300 viewers sur YouTube. C'est quand même assez porno. Faut aller voir. Oui, absolument. C'est très porno. En tout cas, bravo à arte.tv de diffuser des films comme celui-là. Merci à vous, merci à tous les deux. Nous, on se retrouve dans un instant pour toute autre chose, une nouvelle émission de variété, de divertissement sur TF1. On dit plus variété maintenant. De divertissement. Merci à vous. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec une nouvelle émission qui arrive ce vendredi soir. Pourquoi dimanche soir? Vendredi soir sur TF1. Dream Team, la relève des stars. On en parle avec Julien Degrotte. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la création et du développement du groupe TF1. C'est important ce titre parce que c'est un programme français que vous avez développé avec la Fox. C'est quelque chose de très très innovant. Vous n'avez jamais vu ni en termes visuels ni sur le fond ce type d'émission. Racontez-nous alors cette aventure. Oui, bonjour, merci. Oui, c'est une aventure humaine, créative, assez incroyable. Comment ça se passe? Ça commence il y a 2 ans. Les Américains de la Fox m'appellent en l'occurrence, en me disant voilà, on a un format papier, un paper format, et on aimerait le développer et le produire avec vous. Là, c'est un peu Noël qui tombe, c'est un peu le Père Noël qui vous appelle, en disant voilà, on a un début d'idée et on aimerait s'associer à vous. Donc, déjà, vous êtes déjà très honoré, et puis vous lisez le dossier, vous dites ouais, il y a un truc, il y a vraiment un truc, on a envie de le faire. Et puis, il y a aussi un autre sentiment qui est de fierté, puisqu'on se dit que quand la Fox appelle TF1 et nous appelle, c'est une reconnaissance à la fois de notre force créative en disant voilà, vous êtes nous, quand bien même on est du point de vue américain une grosse chaîne, TF1 c'est une chaîne qui compte dans le monde et on reconnaît votre force créative et vous êtes capable de mettre des nouveautés, des formats papier à l'antenne et donc on a envie de travailler avec vous. Et c'est aussi une reconnaissance de la qualité de production des équipes et du savoir-faire de TF1 Production. Vous dites pas, mais pourquoi vous le faites pas vous-même pour les Américains? Non, parce qu'en fait, c'est quoi pourquoi ils ont besoin de TF1? Alors pourquoi parce que en gros, c'est aussi la stratégie de la Fox. C'est de se dire, sur notre marché principal, on va développer des idées originales, mais on va s'associer à d'autres pays, d'autres talents, pour aussi quelque part enrichir et mettre en commun des ressources financières, créatives. Et puis pour eux, soyons honnêtes, c'est aussi une façon de dire, on teste le programme à l'étranger, et si ça marche, on en fait. Parce que eux, quand ils commandent, contrairement à la France où nous, c'est vrai que TF1, on est capable de lancer des nouveautés sur 1, 2, 3 soirées. Eux, généralement, ils y vont direct sur 10 soirées. Ah oui, donc c'est un investissement. C'est un gros investissement, donc c'est une façon pour eux de dire, voilà, on va travailler avec vous, on va aussi, on sait que vous êtes bon en ce qu'ils appellent les shiny floors, c'est-à-dire les plateaux de divertissement qui brillent. C'est joli comme mot. Et donc, voilà, c'était l'idée de se dire, voilà, vous avez un savoir-faire, on a envie de travailler avec vous. Je vais vous dire, à ce moment-là, on se pose pas trop de questions, on se dit pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, on se dit on fonce, on va travailler avec Fox. Et le projet arrive à quel niveau? C'est-à-dire qu'ils ont une idée et vous l'élaborez ensemble, ils disent voilà, on veut travailler avec des enfants, parce que peut-être, alors déjà expliquez-nous, à quel niveau arrive le programme à TF1 de la part de la Fox? Le programme arrive à TF1 avec l'idée, avec l'ADN qui est de dire on va faire un concours de chant avec des célébrités qui vont chanter avec des équipes d'enfants. Et la particularité visuelle, c'est que chaque chanteur a une équipe de mini-lui. Donc on a en l'occurrence Matt Pokora, Jennifer, Camille Lelouch, Lara Fabian, Black M,
j'en oublie pas, il y en a 6. Claudio Capéo. Voilà. Et on va avoir Matt Pokora et 5 mini Matt Pokora, Jennifer et 5 mini Jennifer, Lara Fabian, 5 mini Lara Fabian. Donc ils arrivent avec cette idée de dire, on va avoir une personnalité, un chanteur et 5 enfants, idoles, fans, idoles, et qui vont s'habiller comme leur star préférée. Donc ils arrivent avec cette idée-là, et ensuite, ensemble, on va élaborer la mécanique, les règles d'élimination. On est parti sur une idée assez forte qui est le duel. Le duel, parce que pour la première fois, on a des stars qui acceptent d'être en duel face à une autre star. Donc, imaginons, le premier duel, c'est Lara Fabian contre Matt Pokora. Il fallait faire passer l'idée à ces méga stars qui n'ont plus rien à prouver, de dire, tu vas être en compétition, tu vas être en duel, et puis à la fin du duel, il y a un gagnant et un perdant. C'est le principe d'un jeu. Donc, pas évident. Et je pense que les chanteurs, je pense qu'ils se sont prêtés au jeu, parce qu'il y avait cette idée de, on est ensemble avec les enfants. Il y a énormément de valeurs de partage et de transmission. C'est très très beau ce qui s'est passé en coulisses. On le montre un peu dans des sujets, dans des magnétos. Mais cette transmission, puisque c'est des enfants qui rêvent de devenir chanteurs, qui ont le talent pour devenir artistes demain. C'est ça qu'il faut expliquer. Moi, j'ai été très surpris du format, pour tout vous dire. Je me suis dit, oh là, c'est The Voice Kids ou c'est... Et pas du tout, en fait. En fait, c'est une bande, et on voit une bande d'une star qui a sa bande et qui va au combat comme des sportifs, et ça c'est très drôle parce qu'on voit les enfants commenter et autres, et c'est très bien réalisé. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que ces enfants, en fait, ils sont déjà chanteurs, et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est qu'ils sont déjà dans la carrière, ils ont envie d'être sur scène, et d'un seul coup ils se mettent presque au même niveau que la star, en lui donnant des conseils, en disant je peux le chanter comme ça, et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment aussi, c'est le partage et le partage, la transmission. Et sur ce que vous venez de dire, Gilles, il y a 2 points très importants que je voudrais soulever. Il y a en effet que ce sont des enfants très talentueux. Et je vous parie, et ça sera ma fierté, que dans 15 ans, on sortira des images, et ça sera des images d'archives, parce que c'est sûr que sur la trentaine d'enfants, certains vont faire une grande carrière, parce qu'ils ont un talent fou. Et la deuxième chose, c'est, vous l'avez dit comme ça, mais en fait, ça a été pensé. Le fait que la célébrité et que les 5 enfants soient habillés pareil, c'est pas qu'un effet visuel. Oui, c'est un effet visuel qui est incroyable. Ils sont au même niveau. Il y a la symbolique de la célébrité, quand bien même elle a 10 ans, 20 ans, 30 ans de carrière, qu'elle a vendu des millions d'albums, elle se met au même niveau que les enfants. Chacun est au même niveau, et on est dans cette entraide, dans ce partage, dans ce jeu d'équipe. C'est la team Matt Pokora contre la team Jennifer contre la team Claudio Capéo. On est en team, on est ensemble, et on est au même niveau. Et c'est ça qui était intéressant aussi pour les célébrités, je pense. Et les chanteurs et les artistes confirmés, c'était de se dire, je me fonds dans la masse, je me fonds avec mon équipe, je suis habillé pareil, bien sûr, j'ai quelques centimètres de plus, et je suis un peu plus à l'aise, mais vraiment, je vais me mettre au même niveau, et ensemble, on va gagner ou ensemble on va perdre. Mais il y avait un truc de compétition. Ils ont beaucoup travaillé en amont, ensemble aussi, pour créer un peu cet esprit d'équipe. Et puis quand les premiers duels ont commencé sur le plateau, là on sent que la compétition démarre. On sent aussi que c'est la nouvelle génération des enfants, en fait. On sent que c'est la génération justement d'Instagram, où ils chantent ou autre. Je pense que ce programme, on s'est parlé hors antenne de l'école des fans, où je trouve qu'il y a un côté école des fans, parce qu'il y a les parents qui sont présents. Il n'aurait pas pu exister il y a 10 ans, parce que les enfants n'était pas comme ça. Oui, moi je le vois aussi. J'ai 2 enfants de 7 et 11 ans, donc qui ont pas le talent pour faire l'émission, mais qui ils vont être contents s'ils s'entendent. Je pense qu'ils sont conscients de leurs limites en chant. Ils ont bien d'autres talents. Mais ils pourraient avoir l'âge de le faire. Et en effet, c'est vrai qu'on voit que cette génération-là... Tous les concours de chant les ont aussi beaucoup familiarisés avec ça. Exactement. Et puis on sent que, oui, même par rapport à notre génération, il y a une facilité à se filmer, ne serait-ce que quand il faut faire un message d'anniversaire pour le papy ou pour quelqu'un de la famille, il y a une facilité de prendre le téléphone, de se filmer. Donc en effet, il y a cette génération-là. Peut-être qu'en effet, l'école des fans, et merci parce que c'est un honneur d'être comparé à l'école des fans. Bien sûr, la promesse est différente. Toute proportion gardée, parce que la forme est très différente. Les enfants chantaient les chansons de la star. Voilà, les enfants chantaient la chanson de la star. Et puis c'était une émission mythique qui a révélé plein de talents. Et qui était, je pense, comme on a souhaité le faire, bienveillante, familiale, grand public. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a 30 ans, la génération d'à 30 ans n'aurait pas été aussi à l'aise. D'ailleurs, les enfants étaient quand même plus stressés à l'époque. Ils étaient peut-être un peu plus petits, mais plus stressés. Aujourd'hui, on arrive sur un plateau qui est immense. On a 500 personnes dans le public. On a une quinzaine de caméras.
Et la plupart des enfants, certains étaient un peu stressés, mais ils sont à l'aise, quoi. C'est incroyable, cette facilité, cette agilité face à la caméra. En tout cas, c'est assez bluffant, c'est assez novateur, justement, de voir ces teams, ces équipes habillées toutes pareilles. Le plateau est impressionnant et au niveau de la réalisation et de l'image, ça ne ressemble à rien d'autre de ce qu'on a pu voir. Ça ne ressemble à rien, c'est grâce à deux choses. C'est grâce au talent et au savoir-faire des équipes de TF1 Production, de Frédéric Pedrazza, que je salue, parce que vraiment, il nous fait un travail sur Danser avec les stars, sur Ninja Warrior. Et comment incroyable. Vous avez travaillé justement avec la Fox? C'est-à-dire qu'ils ont été là tout le temps avec vous? Exactement, on a fait des réunions... à un rythme très régulier. Apparemment, c'était tous les mois, puis après, ça s'est accéléré. Donc, des réunions en visio, eux à Los Angeles, nous à Paris, donc plutôt des réunions à partir de 19h. Et des réunions, en effet, créatives, artistiques, au départ, pour imaginer les règles du jeu, se dire, les enfants, on les prend à quel âge, comment on fait, voilà, tous les éléments artistiques. Vraie élaboration, Et puis ensuite, sur les éléments formels, sur le décor, sur quel décor on part. Et ça, après... donc je disais, c'est grâce à TF1 Production et leur savoir-faire, et c'est grâce à ce partenariat, puisque l'idée d'être partenaire, c'est à deux on est plus fort, à deux on met ensemble des ressources artistiques créatives, mais aussi on met ensemble des ressources financières. Ouais. Et donc ce qui nous permet en effet de s'offrir un plateau très impressionnant, très haut, puisqu'en effet chacune des équipes est on va dire dans une box en hauteur, donc on a été... je sais pas, à entre 12 et 15 mètres de hauteur. On a 500 personnes dans le public. Donc, on avait une ambition assez grande. Oui, assez grande. C'est arrivé aux États-Unis, du coup? Alors, c'est une bonne question. C'est un format, en tout cas, qui se commercialise, qui a déjà été vendu en Espagne. Beaucoup de pays sont venus sur notre tournage et sont en pourparlers avec la Fox qui distribue le format. Et puis la Fox, attendez de voir notre émission. On est en train de la sous-titrer, même s'ils ont adoré la version en français, mais là on est en train de sous-titrer. Ils vont recevoir d'ici demain la version sous-titrée. Et en effet, après c'est aussi des questions de programmation, de place et tout. Mais en effet, ils adorent l'émission. C'est quand même eux qui en sont à l'origine. Donc oui, l'idée c'est que le format s'exporte en Europe, international, et puis en effet sur la Fox. Gros enjeu pour TF1, j'imagine. Gros enjeu d'audience quand on lance un format comme celui-là. Vous avez un peu peur, vous attendez les audiences le lendemain matin, ou vous vous dites que ça ne peut que marcher? Ah non, on n'est jamais dans cette suffisance-là. Non, chaque lancement, en effet, chaque lancement est un stress, puisqu'on essaye, on fait pas ce métier-là pour se faire plaisir et faire des réunions avec la Fox et faire des beaux programmes. On fait ce métier-là pour faire des programmes qui plaisent à nos téléspectateurs. Donc à chaque fois, on espère rencontrer le succès, un plus grand succès possible. Donc non, à chaque fois, on a peur, à chaque fois, on dort difficilement et on se réveille vraiment bien avant 9h pour avoir les audiences. Une dernière question rapide qu'un auditeur avait posée à Valérie. Est-ce que de nos jours, j'ai une bonne idée, elle n'arrivera jamais à l'antenne de TF1? Non, pourquoi ? Non, aujourd'hui, toutes les bonnes idées ont leur place. Aujourd'hui, nous, TF1... Et vous recevez combien de projets à TF1 ? Je reçois avec mon équipe environ entre 400 et 500 projets par an. Qu'il faut analyser pour TF1, TMC, TFX. Vous lisez tout ? On lit tout, bien sûr, on lit tout et on répond à tout. Parfois on met un peu de temps parce que c'est long, mais non, on répond à tout. Et je pense que sur les 6 dernières années, on a mis plus de 35 formats papier à l'antenne. Plus de 50% ont été reconduits en saison 2, saison 3, donc plutôt avec une belle marge de succès. Donc non, les formats papier, ils ont leur place sur les antennes du groupe TF1. Merci beaucoup, Julien De Groot, d'avoir été avec nous ce matin. Donc, on verra pas ses enfants à la Starac. Dream Team, la relève des stars, c'est vendredi sur TF1 à 21h05. C'est très très différent de tout ce que vous avez pu voir en matière de talent show et de, comment vous avez dit, Shining Floor. Le Shiny Floor. En tout cas, le floor shine vraiment bien. Ah oui, vraiment. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons